La pièce que nous allons vous présenter est une fiction. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations ayant existé serait fortuite, mais malheureusement probable. Monsieur Moreau? Ouais, qu'est-ce que vous lui voulez? Maître Stéphanie Rossignol. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis maître Rossignol pour votre défense. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai été sollicité pour votre défense. Allez-vous-en. Vous voulez que je repasse? Pas que vous repassiez, que vous repartiez. Je reviens quand? Pas besoin. Pardon? Excusez-moi, mais j'ai beaucoup de mal à vous comprendre. Allez-vous-en, je n'ai pas besoin de vous. Vous êtes accusé, monsieur Moreau. Il vous faut un avocat. Oh, vous êtes avocate, vous. Maître Stéphanie Rossignol, je Oh, suis vous pénaliste. avez même appris à lire alors. Je ne comprends pas. Une femme qui sait lire, j'ai de la chance. Je suis tombé sur une intellectuelle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est d'être défendu par une femme qui vous dérange? Une femme avocat, c'est pas possible. Vous voulez voir mes diplômes? Pas besoin d'une salope de bonne femme. Écoutez, monsieur Moreau, je comprends bien que je ne serai pas votre avocate, mais je tiens à vous le dire avant de partir. Cette attitude ne vous mènera nulle part. Tirez-vous, salope. Vous devriez changer de système de défense. Au revoir, monsieur Moreau. Je suis accusé d'avoir tué ma femme. Je ne vais pas confier mes intérêts à une bonne femme, faut pas rêver. Vous pensez que je vous défendrai moins bien parce que je suis une femme? Vous allez vous arranger pour que j'y laisse ma tête, oui. La guillotine est abolie depuis 1981, monsieur Moreau. Vous savez très bien ce que je veux dire. Ma réputation, ma liberté, mon argent. Chaque avocat fait le maximum pour son client, quels que soient les faits qui lui sont reprochés. C'est bien ça le sens du métier d'avocat, que ce soit un homme ou une femme qui l'exerce. Et justement, une femme a intérêt à avoir plus de talent encore qu'un homme, car elle sait bien qu'on l'attend au tournant et qu'on ne lui fera pas de cadeau. Ah, bravo. Un concert de vagin maintenant. Vous m'avez choisi juste pour m'humilier. Je n'avais pas d'avocat, il m'en fallait un. Tout le monde me disait ça. Même vous me l'avez dit. Mais je connais pas de pénaliste, moi. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai pointé au hasard quelque part sur la liste. Et vous n'avez pas fait attention à mon prénom? Je trouvais que votre nom de famille était comique, je ne suis pas allé plus loin. Rossignol pour un avocat, je trouvais ça drôle. Oui, à moi, il y a longtemps que ça ne me fait plus rire. Au revoir, monsieur Moreau. Attendez. Stéphanie Rossignol, c'est pas vous qui écrivez des livres? Vous connaissez mes livres? Ces conneries sur le féminisme, la culture du viol et tout ça. Ces conneries, comme vous le dites. Je ne suis décidément pas la personne qu'il vous faut. Au revoir. Si j'avais su que c'était vous. Vous l'avez peut-être fait exprès pour déverser votre rage sur moi. Tirez-vous vite ou mon prochain avocat aura plaidé 2 meurtres au lieu d'un.
ne pas vouloir revenir? Mais vous ne manquez pas de culot. Vous m'avez quand même adressé des menaces de mort caractérisées. Oh, des menaces de mort. Tirez-vous ou mon avocat aura appelé 2 meurtres au lieu d'un. C'est ce qu'on appelle des menaces de mort, même pas voilées en plus. Vous savez très bien que je ne le pensais pas. Je peux pas penser ça, c'est impossible. Je ne vous connais pas, monsieur Moreau. Pour moi, tout était possible. Vous croyez pas que c'est le genre de phrase qu'on peut dire comme ça, sous le coup de la colère, sans le penser vraiment? Bien sûr que si. Je suis pénaliste. Je passe ma vie à plaider ce genre de choses. Mais si ne le pensez pas, monsieur le juge. Elle a dit ça comme ça, pour rire. Vous n'imaginez pas comme les juges ont envie de rire. Mais vous aviez quand même peur de moi. Vous voulez que je vous rappelle le nombre de femmes tuées par un homme chaque année en France, le plus souvent par leur mari ou leur compagnon? Non. J'étais bien décidée à ne jamais remettre un pied ici, à ne jamais vous revoir. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? L'insistance du directeur. Il m'a répété je ne sais combien de fois que vous vouliez juste vous excuser. Eh bien, je vous présente mes excuses. Mes plus plates excuses. Je venais d'être transféré, on venait de me signifier, je m'étais plaint d'un terrible mal de tête et on m'a donné je ne sais quel cachet qui n'a eu aucun effet. Aucun effet sur les maux de tête en tout cas. Et puis, je me suis senti agité, agressif. J'étais pas moi-même. Gardez ce genre d'excuses pour les audiences du tribunal. Au revoir, monsieur Moreau, bonne chance. Mais vous partez, maître? Quoi? Vous n'allez pas décider de me garder comme avocate, je suppose? Mais j'ai besoin d'un avocat, c'est vous qui l'avez dit. Vous savez, je suis toujours aussi femme que la première fois où on s'est vu. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vous qui avez dit qu'avec votre genre de cas, il était exclu que ce soit une bonne femme qui plaide votre affaire. Vous écoutez ce que je vous dis? Je vous ai dit que j'étais pas moi-même. Si vous voulez que je vous écoute, renoncez à ce genre de discours. Je veux vous connaître intimement, de l'intérieur. Vous connaître comme vous vous connaissez jusqu'aux zones de vous-même où vous avez le plus honte. D'accord. Vous allez d'abord m'exposer votre version de l'affaire. Comment vous avez rencontré votre femme? Sur quelle base votre couple fonctionnait ou ne fonctionnait plus? Ce qui s'est passé le soir du drame, et ensuite seulement, je déciderai si j'assure votre défense. Nous sommes d'accord? Vous n'avez pas l'obligation de me défendre? Votre éclat de la semaine dernière me donne la possibilité de reprendre la main. Je ne suis pas tenue d'accepter automatiquement de m'occuper de l'affaire d'un prévenu qui m'a menacée. Et je vous en prie, ne me répétez pas que vous n'étiez pas vous-même. Là, je suis en position de refuser, c'est à vous de me convaincre. Vous vous méfiez de moi? Disons que je me pose encore quelques questions sur l'énergumène. Oui. Et je vous le dis tout net, je voudrais me faire une idée sur une manœuvre de votre part. Vous croyez que je veux vous manipuler? Vous êtes accusé d'avoir tué votre femme. Il y a quelques jours, dans les conditions que nous connaissons tous les deux, vous m'avez viré de votre cellule parce qu'une bonne femme n'allait pas vous défendre correctement dans une telle affaire. Exact? Continuez. Là-dessus, vous avez repris vos esprits, vous êtes devenu plus calme. Et vous avez peut-être réalisé que c'était l'inverse qui était vrai. Quel inverse? Vous avez peut-être tout intérêt à être défendu par une femme. Voilà ce que vous avez sans doute réalisé. Si une femme, une féministe qui plus est, accepte de défendre l'assassin présumé de son épouse, elle doit être convaincue que le gaillard est innocent. Sinon, elle n'aurait jamais accepté de défendre ce sale type. L'avocate croit dur comme fer à l'innocence de son client. Voilà le message subliminal de notre association. Et ce message, vous comptez bien que le jury le perçoive, je me trompe? Quand bien même ce serait vrai, est-ce que ce serait mal? En aucune façon. Mais répondez à ma question. Quelle question? Est-ce pour impressionner favorablement le jury que vous souhaitez être défendu par une femme? Oh, je n'avais rien calculé de si élaboré. Alors dans ce cas, vous n'aurez sûrement aucune objection si je prends l'affaire dans mon cabinet mais que je vous transfère à un confrère. Un confrère masculin?
naturellement. Non, c'est vous que je veux. Enfin, c'est une femme. Monsieur Moreau, avouez que mon hypothèse est juste. Putain. Et c'est de moi que vous dites que j'essaie de vous manipuler? Ah, vous m'avez retourné comme un gant. Vous ne gagnerez pas contre moi à ce jeu. Je suis plus forte que vous. Vous avez raison. Je me suis dit qu'en définitive, une femme comme conseil disposerait favorablement le jury à mon égard. Jusqu'aux zones de vous-même où vous avez le plus honte. Vous vous souvenez que je vous ai dit ça? Je n'ai pas honte, maître. Alors jouez franc jeu avec moi, monsieur Moreau. Moi aussi, je vais jouer franc jeu avec vous. Je ne suis pas n'importe quelle avocate. Je suis aussi une militante féministe. Je milite pour faire reconnaître à leur juste valeur les violences conjugales. D'ordinaire, quand je défends un client accusé d'avoir supprimé son conjoint, c'est une femme que je défends. Une femme qui a tué un compagnon violent avant qu'il ne passe à l'acte lui-même et qui ne la tue. C'est à moi de convaincre le jury d'une légitime défense, qui pour l'instant ne rentre pas encore dans les formes prévues par la loi. Mais j'ai bien senti qu'elle allait me tuer, monsieur le juge. C'est pour ça que je l'ai tué, moi. Ça les énerve beaucoup, ça, les juges. Surtout quand les juges sont des hommes. Nous jouons gros tous les deux, monsieur Moreau. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous? Vous jouez ce que risquent tous les accusés d'homicide volontaire? Un bon paquet d'années de réclusion criminelle. Je sais bien qu'avec les remises de peine, on ne les tire pas toutes, mais croyez-moi, le temps semble long en prison. Moi, je risque toute ma carrière professionnelle. C'est pas la même chose. Ben non, c'était pas la même chose. Mais nous n'occupons pas la même place. Nous ne jouons pas le même rôle, monsieur Moreau. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Que nous avons tous les deux intérêt à ce que vous soyez mon avocate? Je ne pensais pas qu'on ferait appel à moi comme avocate pour défendre un homme accusé. Je dis bien accusé. Je n'oublie pas la présomption d'innocence. D'un homme accusé d'avoir tué son épouse. Et puis, voilà que vous me menacez lors de notre première entrevue. Ce qui me donne la possibilité insensée de pouvoir refuser. De pouvoir choisir ou non de défendre un homme accusé d'avoir tué sa femme. Si je comprends bien, si vous pouvez tirer un profit de mon affaire, vous la prenez et elle vous donnera la possibilité de corriger votre image. Ou plus exactement, de ne pas vous enfermer dans une image au contour trop rigide. Quelle image? Celle d'une féministe hystérique qui ne défend que des femmes accusées d'avoir refroidi un compagnon violent. Une féministe hystérique. Oh, pardonnez-moi la formule, mais vous savez bien que c'est ce que les gens diront. Autrement dit, si mon affaire vous semble intéressante, elle vous permettra de montrer que vous êtes capable de faire autre chose que défendre des épouses assassines. Par exemple, défendre un époux accusé d'avoir tué sa femme. Vous avez tout compris, monsieur Moreau. Vous m'aidez, j'obtiens votre acquittement, tout bénéfice pour vous. Et moi, je gagne mes galons d'avocate qui peut sortir de ses affaires habituelles. Tout bénéfice pour moi. Vous en pensez quoi? Vous aider à obtenir mon acquittement. Vous croyez que ce programme peut ne pas recueillir mon adhésion? Attention, monsieur, comprenez-moi bien. Je ne peux pas me permettre... Enfin, si, je peux me permettre. Mais je ne veux pas défendre un homme qui aurait froidement balancé sa femme par la fenêtre. Alors, soit vous parvenez à me convaincre, je plaide, vous sortez libre et nous sommes gagnants tous les deux, ou bien je conserve le moindre doute et je vous refile à un confrère. Je vous refile. On dirait que vous parlez d'une maladie honteuse. Masculin, confrère. Nous sommes d'accord? Une belle association, en somme. Je bénéficie comme conseil d'une femme spécialisée dans les meurtres d'épouses, qui impressionnera favorablement le jury. Et vous corrigez votre image d'avocate anti-homme. Voilà, Je n'ai plus qu'à vous convaincre. voilà. Je vous écoute. Je vous écoute. Je vous écoute quoi? Vous connaître comme vous vous connaissez jusqu'aux zones de vous-même où vous avez le plus honte. Vous vous souvenez? Je n'ai pas honte, maître. Je sais. Vous l'avez déjà dit.
Votre femme et vous, c'était comment? Assez sexuel, non? Comment vous savez ça? Le rapport indique que votre femme avait fait l'amour le soir du drame. Ah, vous avez eu le temps de consulter mon dossier. Non, bien sûr que non. Mais votre affaire est tellement médiatisée que j'ai déjà l'impression de bien la connaître. Non, je consulterai votre dossier avant de revenir vous voir. Si je reviens, bien sûr. Bien sûr. Donc, vous vous rendiez à un dîner professionnel. Comme je suppose que votre femme n'a pas fait l'amour à table avec un convive entre la porc et le fromage, j'en déduis donc qu'elle a fait l'amour avec vous avant de vous rendre à ce dîner. C'était une de nos habitudes. Avant de nous rendre à une soirée, à un spectacle ou à un dîner. Nous préparions séparément, chacun dans une salle de bain différente de la maison. Ma femme en sortait habillée, coiffée, maquillée. Puis nous nous retrouvions dans le hall et là nous avions souvent un rapport. Bref, violent. Je soulevais sa jupe, je lui retirais sa culotte, je baissais mon pantalon. Ça durait 3 minutes, on se rhabillait et on partait. C'était un jeu, nous n'avions pas le droit de remettre de l'ordre après dans nos tenues. Ma femme ne se recoiffait pas, elle ne rectifiait pas son maquillage, on se rhabillait vite et on partait. C'est sympa de devoir vous raconter tout ça. On doit tout confier à son avocate. On appelait ça le petit coup d'avant-départ. Ce jour-là, on a eu un petit coup d'avant-départ. Je vois. Ça vous dégoûte, hein? Un homme fait l'amour avec sa femme légitime. Pourquoi voulez-vous que ça me dégoûte? Je vous vois, je vous devine. Vous vous dites féministe, vous cherchez à dénoncer toutes les formes de violence conjugale. Vous allez y voir une sorte de viol, d'abus de l'homme sur la femme. Vous extravaguez. Si vous m'écoutez avec un petit sourire en coin, entendu, je vois toute votre désapprobation, elle s'affiche sur votre visage. Je vous assure que vous vous trompez. En revanche, il y a une chose que vous avez oublié de me dire. Quoi? Sa culotte. Quoi, sa culotte? Votre femme et vous vous laissez aller à un petit coup d'avant-départ. Bon. Et que fait-elle de sa culotte ensuite? Elle la remet, j'imagine. Quand la police et les pompiers sont arrivés sur place après sa chute et qu'ils n'ont pu que constater son décès, ils ont également constaté qu'elle ne portait pas de culotte. Vous me l'apprenez. Alors je vous pose la question. Après votre petit coup d'avant-départ, que fait-elle de sa culotte? Aucune idée. Alors je vais vous l'apprendre. On a retrouvé la culotte de votre femme dans la poche de votre veste. Dans ma veste. On vous a arrêté en bras de chemise. Puis les scellés ont été mis sur la salle du banquet et on y a retrouvé votre veste. J'imagine qu'au moment de notre rapport, j'ai machinalement mis sa culotte dans ma poche. Donc, vous assistez à un dîner avec vos plus proches collaborateurs. Vous prenez l'apéritif, vous passez à table, vous prononcez un discours. Et pendant tout ce temps, votre femme ne porte pas de culotte parce qu'elle se trouve dans la poche de votre veste. Possible. Trouvez-moi une autre explication. Pourquoi une autre explication? Vous ne trouvez pas ça un peu étrange? Quoi, ça fait de moi un coupable? Donc, calmez-vous. Je cherche à comprendre, c'est tout. Bon, votre femme et vous. Sylvia, je crois, c'est ça? Sylvia, ouais. Vous êtes rencontrés comment? À la fac. On a fait les mêmes études, nous sommes tous les deux ingénieurs. Et ça a tout de suite flashé entre vous? Pas vraiment, non. La première fois qu'elle m'a adressé la parole, ça a été pour m'adresser une engueulade monumentale. Pour quelle raison? Je lui avais tenu la porte. Juste ça? On sortait de l'amphi après un cours. La personne qui venait derrière moi était à quelques mètres. J'ai attendu, je lui ai tenu la porte. C'était elle. On ne se connaissait pas, je lui avais jamais parlé. Et là, elle m'a littéralement agonie d'injures. Et pour quel motif? Elle m'a expliqué que la galanterie était une forme de machisme. La forme la plus perverse de machisme. Parce qu'elle semblait être une faveur, une gentillesse.
Alors qu'en réalité, la galanterie est antiféministe puisqu'elle confirme les femmes dans leur dépendance vis-à-vis des hommes. En tenant la porte à une femme, on évite de lui donner le même rôle, les mêmes responsabilités qu'à un homme. Ça vous a surpris? Ce qui m'a le plus surpris, c'est de découvrir que cette créature, avec ses bottes de cow-boy et son jean, c'était une jolie fille. J'y avais pas fait attention, moi je croyais que c'était un mec. Pour moi, une fille devait être élégante, féminine. Au-delà de la méprise, sur le fond, ça vous a surpris ce genre de discours? Non, parce que c'est vrai et ça confirme tout à fait ce que je pense. Vous pensez cela de la galanterie? Ça va sûrement vous surprendre, maître, avec les préjugés que vous avez sur Je n'ai moi. aucun préjugé sur vous. Disons avec l'accusation qui pèse sur moi, mais je suis très lucide sur les violences sociales imposées aux femmes, sur les différences de traitement, de carrière, de salaire entre hommes et femmes. Vraiment? Pourquoi cela vous surprend-il? Je n'ai pas dit que cela me surprenait. J'ai simplement demandé de confirmer le fait. Eh bien, je vous le confirme. Donc, vous voulez dire que si vous aviez réalisé que c'était une femme qui vous suivait à la sortie de l'amphi, vous ne lui auriez pas tenu la porte? Pas dans le sens de faire un geste gracieux envers une femme, en tout cas. Qu'arrive-t-il ensuite? Sur le moment, rien. J'étais tellement abasourdi que j'ai balbutié mes réponses. Puis on ne s'est plus parlé pendant plusieurs semaines. Quand on se retrouvait, les copains et moi, c'est toujours la grande gueule aux bottes de cow-boy que les autres m'attribuaient. Comment ça qui vous attribuait? Vous savez bien, dans l'amphi, on était à peu près autant de garçons que de filles. Alors entre nous, on faisait des couples. De vrais couples? Non, bien sûr que non. On s'attribuait les filles, quoi. Moi, je prends la grande rouquine, moi, celle qui a un grain de beauté près des lèvres, moi, la maghrébine au gros sein. C'est consternant, non? Pour un homme si lucide sur les violences sociales et sur ce qu'il faut penser de la galanterie. Vous savez comment ça va, les fantasmes des mecs? Comme si on pouvait se partager les filles sans prendre la peine de les séduire. Comme si on se les répartissait entre nous. Et ça, ce n'est pas de la violence sociale? C'est un fantasme, c'est tout. On rêve des femmes, ça veut pas dire qu'on veut les violer. Les violeurs disent la même chose. Ils commencent par fantasmer. Ah, vous êtes injuste. Les violeurs commencent peut-être par fantasmer, mais eux, après, ils passent à l'acte. Chez mes copains et moi, il n'y avait rien de tel. On parlait, on déconnait, c'était tout. Ah, d'accord, c'était peut-être pas très raffiné, mais au moins on n'a agressé personne. D'ailleurs, soyez honnêtes, elles font pas ça aussi, les femmes, parler des hommes et se dire entre elles ceux qui les font craquer. Si. Mais chez les femmes, c'est moins... Moins quoi? Moins sale? Mon point pour vous. Donc, dans vos parties fines entre messieurs, on vous colle Sylvia. C'est ça qui vous a décidé d'aller l'aborder? Non. Elle a commencé à attirer mon attention quand elle a commencé à draguer tout ce qui bouge. C'est ça qui vous a séduit? Qu'est-ce qu'on attend d'une femme? En matière de séduction, je veux dire. Rien. Absolument rien. Les avances, la conquête, c'est l'affaire des hommes. Les femmes sont seulement supposées y répondre. C'est ça qui crée la dépendance des femmes en matière de relations amoureuses. Vous croyez que les femmes sont dépendantes des hommes aussi en matière de relations amoureuses? J'ai envie de vous répondre en matière de relations amoureuses, surtout. C'est rare d'entendre ce discours-là chez un homme. Il est vrai que vous êtes assez au fait sur les violences faites aux femmes. Ça vous étonne, hein? On n'attend pas ça d'un type qu'on soupçonne d'avoir tué sa femme. Mais l'amour, c'est la forme suprême de violence conjugale. Parce que c'est la plus subtile, la plus inattendue. On n'attend pas de la relation qui est le plus censée vous épanouir qu'elle vous menace aussi, qu'elle vous enferme. Mais la séduction, c'est l'affaire des mecs. Ces demoiselles attendent alignées avec leur sac à main sur les genoux comme des pucelles un soir de bal populaire dans les années 40. Alors les plus belles partent les premières, puis on se partage les restes. C'est quand une femme est choisie qu'elle obtient son rôle le plus valorisant. Enfin, on s'intéresse à elle. Du coup, les femmes aiment les hommes forts, les brutes. Elles se sentiraient diminuées d'être avec des hommes diminués eux-mêmes. On a un peu évolué depuis les années 40, non? Ah, vous croyez? Interrogez sans couple et voyez dans combien de cas c'est la femme qui a fait les premières avances. C'est réglé comme du papier à musique.
Les hommes cherchent la beauté, les femmes peuvent espérer un peu de force ou de pouvoir, ou des variantes, hein, ça revient au même, le prestige, la position sociale. Mais Sylvia, elle, non. Sylvia, c'était elle qui décidait. Ça te dirait qu'on sorte samedi? On irait danser et puis après on pourrait aller prendre un dernier verre chez moi? C'était direct. Délicat, mais direct. Croyez-moi ou non, il y a pas mal de gars qui partaient au courant. Une femme qui inverse à ce point les rôles, ça effraie. Moi, je la trouvais pourtant sexy, hein, dans cette tenue d'homme, quand elle allait aborder un pote à la sortie des cours pour lui demander si ça l'intéressait un dernier verre dans sa chambre. Et vous? Quand est-ce qu'elle vous l'a proposé, ce dernier verre dans sa chambre? Jamais. C'est un accident qui a décidé des choses entre nous. Quel accident? Racontez-moi. À force de mener cette vie-là, de sortir tous les soirs, de changer de mec comme de chemise, elle donnait beaucoup dans la provoque. Un soir, sur un quai du métro, un type l'a jeté par terre et a commencé à déchirer son chemisier. Moi, je passais par là, j'ai flanqué mon pied dans la nuque du gars et il a filé sans demander son reste. Et alors? Vous êtes sortis ensemble? Après, pas tout de suite. Non, ce qui a tout fait basculer, c'est que ses parents ont voulu m'inviter pour me remercier et là, j'ai découvert que Sylvia, la Sylvia intrépide, indépendante, dragueuse, la Sylvia que rien n'arrêtait, que personne n'était capable de dominer, cette Sylvia-là, c'était la petite fille de son papa. C'est-à-dire? Cette fille belle, rebelle, qui ne faisait que ce qu'elle voulait quand elle était en cours avec nous, eh bien, en réalité, elle ne faisait que ce que Papounet voulait. Ah, tout de suite, il m'a pris sous son aile, il m'a aimé. Je dirais presque qu'il m'a choisi. Quoi? Vous voulez dire que si vous avez épousé Sylvia, c'est parce que lui vous a choisi pour gendre? Ça paraît dingue, hein? Pourtant, j'ai toujours eu l'impression que les choses se sont passées comme ça. Il y a dû y avoir une discussion. Papounet a dû lui dire « Tu vas épouser Victor Moreau » et elle a épousé Victor Moreau. Et vous êtes rendu compte de ça rapidement? Tout de suite. Le soir même du repas chez mes futurs beaux-parents, nous avons fait l'amour ensemble pour la première fois, comme si elle avait attendu l'aval de son père. À propos, comment réagit-il le beau-père depuis que sa fille est morte et que son gendre est accusé d'homicide volontaire? Très bien, comme toujours. Il m'a même adressé un mot m'assurant qu'il savait que je n'avais rien à me reprocher et qu'il espérait que mon innocence serait rapidement établie. Et vous avez ce courrier? Le voilà. Et vous, monsieur Moreau? Quoi, moi? Êtes-vous aussi peu affecté que votre beau-père par la disparition de votre épouse? Mais qui vous dit qu'il n'est pas affecté? Il dit qu'il me croit innocent, ça n'a rien à voir. Peu importe. Êtes-vous personnellement triste du décès de Sylvia? Vous croyez que ça m'amuse de me retrouver ici accusé d'un crime que je n'ai pas commis? Ce n'est pas ce que je vous demande. Là, on dirait que vous regrettez surtout d'être en prison. Votre veuvage vous rend-il triste? Vous mériteriez que je vous jette dehors. Excusez-moi d'insister. Cette question, je dois vous la poser. Et je devrais encore vous la poser devant les jurés. Êtes-vous triste du décès de Sylvia? Je ne vous permets pas d'en douter. Je vous remercie d'être aussi explicite. Cela me sera très utile devant les jurés. Donc, que s'est-il passé ce soir-là? Quel soir? Ce soir où vous avez fait l'amour pour la première fois avec Sylvia? Ce soir où vous semblez avoir été accrédité par votre beau-père?
Il a d'abord passé l'apéritif à vouloir me faire admettre que la tentative de viol dont Sylvia avait été l'objet, c'était elle-même qui l'avait induite. Comment? En s'habillant trop sexy. En s'habillant trop sexy et en traînant partout la nuit. Classique chez les hommes. Les jolies femmes qui sortent seules tard le soir ne fait que provoquer ce qui leur arrive. Elles l'ont bien cherché. À la limite, elles n'ont que ce qu'elles méritent. Ah, pour Papounet, ça devenait même je me demande jusqu'à quel point tu ne le voulais pas inconsciemment. Bien sûr, des femmes se font déchirer le vagin, mais le violeur n'en est aucun cas responsable. Après tout, c'est de leur faute. Elles avaient mis une jupe, ces salopes. Ah, vous voyez le genre? Ça doit être le type de discours que vous passez votre vie à combattre, non? Et vous? Comment vous avez réagi? Très fermement. J'ai veillé à rester courtois, très poli même. Mais je me suis opposé à ce discours du début à la fin. Non, jamais je n'admettrai qu'une femme violée ait la moindre responsabilité dans son agression. Vous pensez qu'il était en train de vous tester? Non, je ne le pense pas. C'est sur les coquilles Saint-Jacques qu'il s'est mis à basculer. Puissance des hors-d'œuvre. Que s'est-il passé sur les coquilles Saint-Jacques? Il a appris que j'étais ingénieur, enfin, étudiant à la fac avec sa fille. Vous savez qu'il a une entreprise de construction. Oui, Sylvia Famille, c'est l'héritière des maisons famille. Un beau parti. À l'époque, ça s'appelait encore Famille Construction. C'est moi qui ai proposé de changer le nom de l'entreprise pour les maisons famille. Quand? Ce soir-là? Lors de ce premier dîner? Oui. On parlait communication, slogan, et puis j'ai sorti bêtement, comme ça, sans y penser, maison famille, les maisons de famille. C'est vous qui, ce soir-là, avez trouvé le slogan de l'entreprise. Je ne savais pas, moi, que ça allait devenir le slogan de la boîte. Mais quelques semaines plus tard, demande officielle auprès du tribunal de commerce ou je ne sais où pour changer le nom de l'entreprise, tout ça pour coller à ma petite phrase à la con. Eh bien, elle a fait fortune, votre petite phrase à la con. Qu'il dites-vous? C'est devenu une belle entreprise de construction, les maisons famille. Donc, à l'apéritif, c'est tendu entre nous. Coquille Saint-Jacques, Papounet apprend que je suis ingénieur. Je sors un bête slogan sur le carré d'agneau. Nous sommes quasiment mariés au dessert. Un café plus tard, je deviens l'héritier légitime de la boîte. Nous sortons de table et en guise de pouce-café, Sylvia s'offre à moi et nous couchons ensemble pour la première fois. Avouez qu'il y a de quoi se poser des questions. Et vous n'avez pas tenté de vous opposer à ce destin tout tracé qui s'écrivait sans vous? Après tout, vous n'étiez pas obligé de devenir ingénieur en construction? Si, j'ai songé. Et qu'est-ce qui vous a retenu? Sylvia. Entre nous, sexuellement, c'était bien, quoi. Vous l'aimiez? Oui. Bon, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi vouloir chercher à tout prix un gendre successeur de la boîte alors que leur fille elle-même allait devenir ingénieure en construction? Après tout, les maisons familles, ça pouvait être elle. Vous ne devinez pas. Si. Si, bien sûr que si, mais je voudrais que vous me le disiez vous-même. Pour Papounet, commander au contremaître, engueuler les ouvriers, assister aux réunions sur les chantiers, ce n'était pas fait pour une femme. Il fallait trouver un homme. Alors bien sûr, il possède encore la moitié des parts. L'autre moitié, c'était Sylvia. Alors, Sylvia pouvait bien posséder l'entreprise, mais elle ne pouvait pas la diriger. Il fallait trouver un directeur, un homme, pour reprendre les rênes de la boîte. Et cet homme-là, c'est moi. En bref, vous avez l'impression que ce soir-là, votre beau-père vous a choisi pour successeur et sa fille a obtempéré en devenant votre maîtresse cette même nuit. Ça ressemble furieusement à ça, non? Et la qualité de vos relations intimes a cimenté votre couple. Voilà. Et puis Sylvia a voulu se trouver autre chose, une carrière vraiment à elle. Elle a repris des études. Que faisait-elle? Elle était prof. Dites-moi de quoi. Alors, je vous avoue que je ne sais plus très bien, un truc dans les lettres. Vous ne savez plus très bien, vous ne savez pas du tout. Ah bah, c'est comme ça, vous savez, on avait chacun son monde, c'est tout. Vous imaginez,
Une femme ne peut pas savoir ce que fait exactement son mari et s'en sortir par un... On a chacun son monde et puis c'est tout. Votre femme a passé une thèse de philosophie. Elle était prof de philo en faculté universitaire. En dehors de vos parties de jambes en l'air, il n'y avait pas grand-chose qui vous intéressait chez elle. Je vous interdis de dire ça. Prouvez-moi que j'ai tort. Taisez-vous! Prouvez-moi que j'ai tort. Taisez-vous! Désolée, j'ai oublié de mon téléphone. Il faut que je prenne une seconde. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, maître. Quoi? Non? Non, mais comment garde partagée? Non, enfin, je croyais qu'il était d'accord pour une garde principale chez moi. C'était encore dans les délais, ça. Enculé. Non. Oui. Oui, j'ai bientôt fini ici. Bah, je passe vous voir tout ce cabinet. D'accord. À tout de suite, maître. Je suis désolée, il va falloir que je repasse. Alors c'est ça. Ça quoi? Alors c'est ça, vous divorcez et votre ex ne veut pas vous laisser la garde de vos gosses. Mettez-vous de vos affaires. Je repasse dès que possible, monsieur Moreau. C'est ça la cause de votre animosité envers les hommes, votre ex qui veut vous prendre vos enfants. Parlez-moi votre psychologie à 2 balles. Alors c'est tous les hommes qui dégustent. Mettez-vous de vos affaires. Vous réalisez vos stratégies de compensation inconsciente. Vous vous rendez compte de ce qui vous fait combattre les hommes. Enfin, je ne combats pas les hommes, seulement les violeurs et les conjoints violents. Dans les autres cas, j'aime les hommes. Ah, comme votre ex par exemple. Mêlez-vous de vos affaires. Vous avez pensé à consulter. Enfin, vous êtes ignoble. Mais tirez-vous. D'ici, ce sera avec plaisir comme on fait. Je dis n'importe quoi. C'est moi qui m'en vais. Alors? Alors quoi? Vous voulez savoir si je reviendrai? Apparemment, je suis revenue. Non. Je voulais dire alors, ça y est, monsieur Rossignol a obtenu la garde de ses enfants? Qui? Rappelez-vous, une robe blanche, 2 témoins, 2 alliances. Votre mari, vous vous souvenez? Monsieur Rossignol, il a obtenu la garde de ses enfants? Mon mari ne s'appelle pas Rossignol. Je n'exerce pas sous le nom de mon mari. Rossignol, c'est mon nom à moi. Le nom de votre père, vous voulez dire? Oui, c'est bien ce que je dis, le nom de mon père, mon nom. Vous ne vous êtes jamais dit que la femme est une créature innommable, sans nom vraiment à elle en tout cas, et qui ne traverse l'existence qu'en usurpant 2 patronymes qui ne sont pas les siens? Celui de son père d'abord, celui de son mari ensuite. Pourquoi vouloir nommer une femme? Les êtres inférieurs n'ont pas besoin de nom. Vous croyez vraiment que je parlais sérieusement? Mais je n'aime pas votre humour, monsieur Moreau. Ah, décidément, avec vous, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas plaisanter. Mais quel genre d'homme êtes-vous réellement? Vous êtes accusé d'avoir tué votre femme. Vous pouvez tenir des propos assez fins sur les violences faites aux femmes, et en même temps vous êtes capable des plaisanteries les plus grasses et les plus misogynes. De quel bord êtes-vous réellement? Vous croyez que les gens sont monolithiques, ou tout bon, ou tout mauvais? Le monde est infiniment plus riche que cela, maître Rossignol. Je suis double, triple, multiple. Formidable. C'est cela que vous allez tenter de faire comprendre aux jurés. Je suis multiple,
J'ai plusieurs identités. Dans l'une d'elles, je vais vous raconter pique-pendre sur les femmes, mais dans une autre, je n'ai pas tué la mienne. Alors, c'est fait? Quoi? Qu'est-ce qui est fait? Soyez plus clair, je vous en prie. Votre ex-mari a obtenu la garde des enfants? Si on vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien. Moi, je trouve qu'on ne devrait pas empêcher un père de voir ses enfants. Je n'ai jamais cherché à empêcher mon ex de voir D'ailleurs, ses vous qui enfants. vous piquez de féminisme, ça devrait vous contenter, non? Vous qui militez pour une juste répartition des tâches, que les hommes s'adonnent aussi aux travaux ménagers, s'occupent aussi de l'éducation des enfants. Vous trouveriez normal une situation où la garde des enfants serait systématiquement confiée à la mère? Il y a là un déséquilibre qui est tout à fait dommageable pour l'équilibre même de ces chères têtes blondes. J'ai lu un article là-dessus. Je pense qu'au niveau européen, la garde alternée tend à se généraliser, même si en France, une fois de plus, nous ne sommes pas à la pointe du progrès. Il a obtenu la garde alternée. Il l'a eu. Le juge la lui a accordé. Ça vous va, ça comme réponse? Maintenant, taisez-vous. C'est bon, ne vous mettez pas dans des états pareils. Non, vous auriez dû voir le juge. Vous auriez dû voir la tête du juge, là, avec quelle jubilation, quelle joie mauvaise, mal contenue, là, annoncer qu'il se prononçait en faveur de la garde partagée. Non, ne pas accorder ce qu'elle demandait à maître Stéphanie Rossignol. Remettre à sa place cette petite militante féministe de mes deux. Il en jouissait. Il en pendait sous le banc. C'est vous qui avez demandé le divorce? Non, c'est lui. C'est plutôt rare ça, non? J'ai lu que dans la majorité des cas, c'est la De femme grâce. qui demande... Cessez de me gonfler avec les articles que vous avez lus. Je vous dispense de votre revue de presse. Vous m'emmerdez avec vos articles, c'est clair ça? Excusez-moi. Je vous en prie. C'est une histoire toute simple, vous savez. Classique même. Je m'investis beaucoup dans mon travail. Dans les affaires que je défends, la rédaction de mes livres, la cause des femmes. Je rentre de plus en plus tard. J'ai de moins en moins de temps pour mes enfants et pour Jean-Paul. Il a fini par en avoir marre, le Jean-Paul. J'ai lu que... Si c'est un article sur la fréquence des rapports sexuels dans les couples de profession libérale, vous pouvez le garder pour vous. Non, je me serais jamais permis. Alors, garde alternée donc? C'est logique. Je n'ai plus le temps de bien m'occuper d'eux. Mais de là à ne plus les voir du tout une semaine sur deux, j'en crève. J'en crève littéralement. J'ai bien tenté pourtant de faire comprendre au juge que je ne pouvais pas faire... Enfin bref. Comment la faire? Vous savez, les magistrats, les juges, les avocats, c'est un drôle de milieu. Vous avez lu ça dans un article? Non, c'est de l'expérience personnelle. À la boîte, par exemple, nous avons un avocat pour les contentieux. Vous voulez parler de Jacques Belleuil? Vous connaissez Jacques? J'ai continué à travailler. D'après Jean-Paul, je ne sais faire que ça. Donc, j'ai continué à bosser sur votre dossier. Et j'ai demandé à rencontrer Maître Belleuil. Et? Il a beaucoup d'admiration pour vous. Vous croyez? Je me demande ce qu'il admire le plus chez vous. Votre côté manipulateur, peut-être? Quel côté manipulateur? Vous m'avez pas dit qu'il était venu vous voir en prison. Non? Ça paraît logique pourtant. La boîte est son principal client. Je suis arrêté à la sortie d'un dîner professionnel. Nous sommes amis, c'est tout naturel qu'il passe me voir. Vous êtes amis. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Quand vous disiez que les avocats, c'est un drôle de milieu, vous pensiez à lui? Non, lui c'est un type bien. Pourquoi ne pas l'avoir choisi lui comme avocat alors? Jacques, Il est avocat, c'est un type bien, vous êtes amis. c'est un spécialiste du droit administratif et du droit des affaires. Il n'est pas pénaliste. Alors vous vous renseignez auprès de lui sur les pénalistes disponibles. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est lui qui me l'a dit. Vous avez passé les noms en revue, et puis vous avez discuté de l'opportunité d'avoir une femme pour avocate. Et vous avez parlé de moi, de ma réputation, de ma carrière. Et vous avez parlé de l'opportunité d'avoir une féministe comme conseil. Et vous avez encore parlé de moi. De moi, et à moi le premier jour. Vous m'aviez dit que vous aviez tiré mon nom au hasard. En fait, vous me manipulez depuis le début. Bien sûr, moi j'étais trop gourde pour m'en apercevoir.
Et qui vous dit que cette discussion que j'ai eue avec lui sur votre carrière, je ne l'ai pas eue après vous avoir tiré au sort? Qui vous dit que j'ai parlé de vous avant de vous avoir rencontré? Et qui vous dit que c'est une manipulation? Je pense que je vous devine à chaque instant. Je n'arrive plus à vous faire confiance. Méfiez-vous des conclusions hâtives, maître Rossignol. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à vérifier ce que je dis. Comment? Recontactez Jacques, demandez-lui quand nous avons eu cette conversation à votre sujet. Vous voyez? Le problème, c'est que pour vous, c'est Jacques et que pour moi, c'est Maître Bel-Oeil. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je peux le recontacter, mais le problème restera entier. Je suis sûre que vous aurez pris les devants et qu'il me dira que vous avez parlé de moi après notre première rencontre. Enfin, évidemment qu'il va dire la même chose que son ami. Il ne va tout de même pas le contredire. Je ne parviens plus à vous croire. Chaque fois que je vous écoute, j'ai l'impression que vous avez une intention cachée ou que vous me dissimulez quelque chose. Vous savez que je suis absolument sincère, Dur à croire. mais c'est possible. Possible, on est certain. Bon alors, on fait quoi? Vous renoncez? Vous m'abandonnez à mon triste sort? Triste sort. Ça va, on va pas vous trancher la tête non plus. J'en contacte Jacques pour qu'il me conseille quelqu'un d'autre? Une femme? Non. Je reste. Je fais peut-être une énorme bêtise, mais je tiens à aller au bout de l'histoire. Je veux savoir comment ça finira. Oh, vous le saurez de toute façon. Vous pouvez le savoir en regardant ça du bas-côté de la route. Non, mais je veux jouer dans le film. Alors, on est reparti. On est reparti. Vous allez me raconter le sort du drame. Vous aviez un dîner professionnel. Oui, un dîner avec les cadres des maisons familles. Enfin, les cadres. Comme ça qu'on dit pour l'école blanc. Chez nous, ce sont les contremaîtres, les chefs d'équipe. Qui assistait à ce dîner? Ben, je vous dis, les 11 contremaîtres des maisons familles. Seul? Comment ça, seul? Je veux dire, sans les épouses. Oui, à Noël, nous organisons un goûter avec conjoints et enfants, mais les dîners le reste de l'année, c'est toujours sans les conjoints. Plus Sylvia et vous. Voilà, c'est ça. Pourquoi Sylvia s'était-elle au dîner si les épouses n'étaient pas conviées? Sylvia n'était pas là en tant que femme du directeur. Elle était là en tant que principal actionnaire et propriétaire de l'entreprise. Les maisons familles, c'était elle. Elle et son père. Moi, en tant que directeur, je ne suis qu'un employé comme les autres. Oui, mais dans ce cas, votre beau-père a dû être présent aussi, non? Théoriquement, oui, mais il se fait vieux, il n'aime plus courir les dîners en ville. Il se couche tôt. Vous savez qu'il est veuf depuis peu. Depuis la mort de ma belle-mère, il ne sort guère plus de chez lui. Vous êtes superstitieux? Pourquoi vous me dites ça? Parce qu'avec Sylvia et vous, cela fait 13 personnes à table. Oui, on en a même plaisanté un moment. Brunet a fait une réflexion sur les différentes superstitions qui entourent le chiffre 13. Sylvia a répliqué qu'il n'y avait plus que dans les milieux frustres et peu éduqués que ce genre de croyance avait encore un peu d'importance. Ça a jeté un froid. N'empêche qu'il n'avait pas tort, votre Brunet. L'un des convives n'a pas survécu à la soirée. Le hasard. Le hasard est une stupide maladresse. Rien à voir avec le chiffre 13, je vous assure. 12 hommes et Sylvia. Oui, Comme le Christ et les 12 apôtres. c'est une curieuse analogie. Pourquoi curieuse? Quand je revois la fougue avec laquelle Sylvia s'est donnée à moi moins d'1 heure avant le début du dîner, j'ai du mal à voir en elle une figure christique. Au contraire, le Christ est sacrifié au sortir du repas. Et il y a un Judas à table. Et chez nous, vous croyez qu'il y avait un Judas à table? Je voudrais bien le découvrir. C'était fréquent, ce genre de petite sauterie. Pas vraiment, non. Mais là, nous avions atteint un chiffre d'affaires inédit dans l'histoire de la boîte. J'ai voulu marquer le coup. Donc ce dîner, c'était votre idée. Oui. Et ça a toujours lieu chez vous, dans les locaux de l'entreprise? Aux messes des employés? Mhm. Non, c'était la première fois. D'habitude, nous réservons une salle au repos des chasseurs, mais là, ils étaient fermés pour travaux. Vous auriez pu aller ailleurs? Oui, mais on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un autre resto, alors on a décidé de le faire chez nous en faisant venir un traiteur. Et puis avec la grande baie vitrée, l'endroit est lumineux et assez agréable. Grande baie vitrée, située au 10e étage et qui donne directement sur la cour.
Hélas, ouais. Et ensuite, comment ça se passe? Vous arrivez les premiers, les derniers? Les derniers, assez longtemps après tout le monde, j'ai cru comprendre. Votre petit coup s'est transformé en grand coup? C'est curieux. D'où vient cette impression, certaines fois, quand vous ouvrez la bouche, que vous m'insupportez au plus haut point? Ça me fait exactement la même chose pour vous. Continuez. Oui, nous arrivons en retard, probablement à cause de notre rapport sexuel à la maison avant de partir. Comment est l'ambiance? Excellente, évidemment. Nous sommes là pour fêter les excellents résultats de l'entreprise. Je vais annoncer des augmentations et tout le monde s'en doute. Il n'y a aucune raison pour que l'ambiance tourne à la sinistrose. On sert un apéritif? L'apéritif est déjà bien entamé quand nous arrivons. D'ailleurs, sans être ivre, certains ont déjà les yeux qui brillent. Je ne sais pas comment ça se passe chez mes concurrents, mais j'ai l'impression que la construction est un milieu où on lève pas mal le coude. Vous vous offusquez? Non, bien sûr que non, pourquoi? Nous sommes là pour faire la fête, ce n'est pas une journée de travail, je ne suis pas le père de mes employés, je n'ai pas à contrôler leur comportement face à l'alcool. Je dis ça par rapport à l'épreuve qui va suivre. Ce n'est pas une épreuve, en aucun cas. Par rapport aux événements qui vont suivre, disons. Mais sauf qu'au moment où nous prenons l'apéritif, on est loin de penser à ce qui va se passer ensuite. Rien n'avait été prémédité. Alors, vous prononcez un discours. Oui, mais pas trop long, je sais qu'ils détestent ça et nous ne sommes pas là pour ça, mais je tiens tout de même à remercier et féliciter les équipes pour les brillants résultats de l'année qui vient de s'écouler. Et puis j'annonce les augmentations au milieu des rires et des cris de joie, c'est l'euphorie. Le traiteur ouvre quelques nouvelles bouteilles de champagne. Où était votre épouse pendant tout ce temps-là? Tout près de moi, bien sûr, elle ne m'a pas quitté de toute la soirée. Dans quel état d'esprit? Euphorique, évidemment. Nous venons de faire l'amour comme au premier jour. L'entreprise qu'elle possède à hauteur de 50% réalise des chiffres fabuleux sous la direction de l'homme qu'elle aime. Tout est réuni pour que la soirée soit idyllique. Sauf qu'elle va mourir dans moins de 3 heures. Mais ça, elle l'ignore. Ensuite, vous passez à table? Ouais. Oui, tout se passe toujours aussi bien. 3 contremaîtres jouent un sketch de façon lamentable. Nous sommes tous écroulés de rire. J'en pleure sur mon gigot d'agneau. C'est une obsession chez vous, l'agneau, hein? Pardon? La fois dernière, vous m'avez raconté votre premier repas. Votre première nuit chez vos beaux-parents. On y servait un carré d'agneau. Quelle mémoire! Vous savez ce qu'on dit. Le diable est dans les détails. Donc, de l'agneau. L'animal du sacrifice, hein, je vous signale en passant. Vous croyez que vous m'amusez à vouloir faire de Sylvia un nouveau Christ? Non, parce que je vous assure que nous ne l'avons pas crucifié à la fin de la soirée. Qui sait? Continuez. Fromage, dessert, café. C'est alors que certains vont lancer l'idée qui va mener au drame. Et aucune préméditation. Cela n'a jamais été évoqué avant? À aucun moment. Expliquez-moi. Les maisons familles ont, tout à fait par hasard, ouvert un chantier dans la rue derrière. On y a dressé une grue de taille moyenne, dont la cabine et la flèche aussi, forcément, se trouvent exactement à la hauteur de notre 10e étage. Continuez. L'idée de ces hommes, c'est d'orienter la flèche. Vous savez, c'est ce bras mobile qui soutient la poulie et le crochet, la flèche donc, face à la baie vitrée et de sortir marcher quelques mètres au-dessus du vide. Ça, je suis toujours effarée que vous ayez permis cela. Oui. Oui, moi aussi, je sais pas ce qui m'a pris. Vous mesurez la terrible responsabilité que vous avez prise? Oui. Oui, je m'en rends bien compte. C'est une question que le président et les jurys poseront sûrement. Alors, essayez de me faire comprendre pourquoi vous ne vous êtes pas opposé à cela. Mais tout ce que je pourrais dire paraîtra faux, décalé. Essayez quand même. Et ce qui manquera aux jurés, c'est cette ambiance de fête, de déconnade de fin de banquet dans les brumes de l'alcool.
Ce moment où, quand les employés de mairie font la fête, ils montent en riant danser sur les tables. Sauf que nous montons sur des flèches de grue au-dessus du vide à hauteur du 10e étage. Ce n'est pas la même chose que de monter sur une table. Vous allez penser que ce que je dis est stupide, mais la démarche est la même. D'abord, c'est une tradition dans certains métiers de la construction. Et puis c'est inhérent à l'espèce humaine de vouloir jouer avec la mort. Vous savez bien ce qu'on dit toujours dans ces cas-là. James Dean, la fureur de vivre. Et puis enfin, c'est le genre de conneries qui surgissent toujours dans des assemblées d'hommes. Or, nous n'étions que des hommes. Plus Sylvia. 1/13. Elle ne compte pas. Et elle non plus n'a pas tenté de s'opposer. Pas une seule fois. Bon. Et ensuite? Ensuite, les hommes ont ouvert la baie vitrée, ils sont montés sur le rebord de la fenêtre et ont tendu la main au premier des candidats, le plus vieux des contremaîtres, Duroc. Un petit pas et le voilà debout sur la flèche de la grue. Il faut dire qu'ils avaient réussi à la faire venir vraiment très près. Duroc se redresse, étend ses bras comme un funambule qui cherche son équilibre et commence à marcher. La soirée avait été bien arrosée. Comme toujours dans ce genre de soirée. Ça ne nous a pas fait craindre pour l'équilibre de vos hommes. Vous n'y êtes pas. Sur le moment, on est loin de penser à tout ça. On est grisé, on est porté par l'ambiance. Vous savez, il y a une scène à peu près semblable au début de Guerre et paix de Tolstoï. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous avez vu le film. Oui, je connais. Des officiers doivent vider une bouteille de rhum à même le goulot, debout dans l'embrasure d'une fenêtre. Vous imaginez dire à ces hommes qui risquent leur vie au quotidien en tenant tête aux armées de Napoléon, « Ne faites pas ça, vous devriez avoir peur de tomber ». Ce sont des officiers, pas les contremaîtres d'une entreprise de construction. Et vous ne combattez pas les armées de Napoléon. Peu importe. Ce qui compte, c'est que ce sont deux assemblées d'hommes. Ces petits merdeux pensent avec leur bite et ne veulent pas avoir l'air d'avoir moins de couilles que le voisin. C'est ça qui compte. Eh bien, il vous sera beaucoup pardonné pour ce moment de lucidité. Donc, le premier homme qui monte sur la flèche de la grue, il va loin? La flèche fait une quinzaine de mètres. Il marche environ 5 mètres. Empoigne le tirant, vous savez, cette espèce de fêtière, là, sans avoir besoin de se baisser outre mesure, fait demi-tour et revient. Et quand il est de retour, qu'est-ce qui se passe? Un tonnerre d'applaudissements, évidemment. Et puis les 10 autres se succèdent, avec de plus en plus de difficultés parce que le vent s'est levé. Tout le monde retient son souffle, mais c'est 10 fois la même scène. Chacun à tour de rôle monte sur la flèche, marche 5 mètres, empoigne le tirant, fait demi-tour et revient, dans le silence le plus profond jusqu'à ce qu'il pose le pied dans la salle, et là les bravos éclatent. Et vous? Vous n'y allez pas? Non, bien sûr que non. Pourquoi pas? Je ne suis pas l'égal de ces hommes, je suis leur patron. Je n'ai pas à me comporter comme eux. Et vous n'avez pas le sentiment qu'ils l'attendent? Non, bien sûr que non. Hélas, ce qu'ils attendent encore moins, c'est ce qui va se passer là, à ce moment-là. Et que va-t-il se passer? La chose que personne n'attendait. Sylvia, à qui plus personne ne prêtait attention depuis un petit moment, est soudain dehors, debout sur la flèche de la grue. Vos hommes portent tous des souliers à talons plats. Elle, en revanche, porte des talons aiguilles qui doivent faire 8 à 10 cm. Elle est montée sur la flèche de la grue avec ses talons? Non, elle les a ôtés. Quand? Juste avant. Vous en êtes sûr? Certains. Et vous n'avez pas tenté de l'en dissuader? De lui dire de ne pas faire ça? Une fraction de seconde, j'y ai songé et puis j'ai renoncé. Pourquoi? Je me suis dit que si elle se retournait pour me répondre, je risquais de la déséquilibrer. Ça paraît logique. Et elle aussi marche comme les autres? Non, pas comme les autres, justement. Les autres marchent 5 mètres, empoignent le tirant, font demi-tour et reviennent. Sylvia, elle, va jusqu'au bout. C'est-à-dire? Elle marche les 15 mètres, toute la longueur de la flèche,
s'assied un instant sur la cabine et revient dans l'immeuble. Et le vent s'est levé encore davantage. Oui. Elle porte une robe en cache-cœur. Le genre de robe qui ne ferme pas complètement, et où deux pans de tissu se superposent avec une ouverture vers l'avant. Nous savons qu'elle ne porte pas de culotte. Vos hommes l'ont-ils observé dans le plus simple appareil? Ah non, grand Dieu, non. Le vent ne soulève pas sa robe à ce point. Elle est de retour jusqu'à la salle où vous êtes? Oui. Quelle est la réaction alors? Indescriptible. Un cri unanime de soulagement d'abord, puis de joie. De joie et d'admiration. D'admiration. Ah oui, ce qu'elle vient de faire là, aucun homme n'a osé le faire. Que fait-elle, elle, une fois de retour dans la pièce? Elle remet ses chaussures. Ça ne colle pas. Pourquoi? Enfin, elle vient de faire une chose folle. Une chose qui défie la raison. Une chose insensée. Une chose folle mais pleine de courage aussi. Tout le monde l'acclame. Et elle remet tranquillement ses chaussures. Je sais, ça peut paraître étrange, mais je vous assure que les choses se sont passées comme ça. Quelqu'un a-t-il pris la peine de refermer la fenêtre? Je crois pas. Enfin, je sais plus. Vous savez, à ce moment-là, tout s'est passé si vite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sylvia a enjambé la fenêtre, a posé le pied sur la grue et s'est jetée dans le vide. Voilà ce qui s'est passé. Un geste volontaire. Un suicide, vous paraît-il pensable? Absolument exclu. Nous nous aimons, nos affaires sont florissantes. Elle vient de triompher dans un acte de pur défi. On ne se suicide pas dans des conditions pareilles. L'un de vous a-t-il pu la pousser? Pourquoi l'aurait-on fait? Que sais-je? Une maladresse? De toute façon, personne n'était assez près d'elle à ce moment-là pour la pousser, même involontairement. Bon, alors que s'est-il passé à votre avis? Je pense que Sylvia, grisée par son succès, a voulu tenter le coup une deuxième fois, en oubliant qu'elle s'était rechaussée. Son pied a glissé et elle est tombée. Mais une bonne part de l'accusation repose sur le fait que son corps ne portait qu'une seule chaussure. Bien accroché par la bride autour de la cheville. L'autre pied était libre, nu. Oui, son autre chaussure a dû s'arracher pendant la chute. Si c'était le cas, on l'aurait retrouvée près de son corps, elle aurait fini par retomber. Or, elle se trouvait tout en haut, au 10e étage, dans la salle de banquet. Et alors, qu'est-ce que ça change? Elle n'a pas retenté le coup sur la grue avec une seule chaussure au pied, à cloche-pied, j'imagine. Ça paraît peu probable, en effet. Mais alors, ce serait quoi la version de la police? Pendant que votre femme se rechaussait, vous l'auriez poussée. Et pourquoi? Querelle, dispute, vengeance, Vengeance de quoi? ce n'est pas précisé. Ça tient pas debout. Bon, vous avez raison, ce n'est pas clair. L'ennui, c'est que la véritable cause de sa chute n'est pas claire non plus. Enfin, la grue avec une seule chaussure au pied, ça ne tient pas. Puis le suicide soudain entre remettre la chaussure gauche et remettre la chaussure droite, bah, ce n'est guère plus crédible. Non, toute l'accusation repose sur cette histoire de chaussures orphelines. Puis quand on a retrouvé votre femme, sa robe était abîmée, particulièrement déchirée. Oui, son corps a violemment heurté la façade pendant sa chute. Ça a détruit sa robe. Vous avez appelé la police et les pompiers. Ils ont procédé aux premières constatations, appelé l'ambulance. Il est vite apparu qu'il n'y avait malheureusement plus rien à faire pour elle. Puis ils ont commencé à interroger tout le monde, jusqu'au petit matin dans des pièces séparées. Ouais. L'un de vos hommes pleurait sans cesse. Oui, le petit Brunet. Il était très affecté par l'accident. Pourquoi tant d'affliction? Il venait d'assister à une mort violente. C'est une expérience traumatisante. Ça qu'il soit choqué, je le comprends sans peine. Mais lui semblait particulièrement triste. Était-il attaché à votre femme d'une façon particulière? Pas à ma connaissance. Posez-lui la question. Ça me sera difficile, il est mort. Brunet
accident de la circulation. Sa voiture est allée s'encastrer dans le tronc d'un arbre. Des témoins, un autre véhicule impliqué? En personne. En clair, voie libre, sortie de route à plus de 100 km/h. L'accident incompréhensible. Vous croyez que ça ressemble à un suicide? Il n'y a pas grand-chose dans ce dossier. Mais je vais plaider, monsieur Moreau. Faites-moi confiance. Vous sortirez libre. Silence! Ou je fais évacuer la salle. Et alors? Quelle est cette idée? Les maisons familles ont récemment ouvert un chantier dans le même pâté de maison. On y a dressé une grue. L'idée de ces hommes, c'est d'orienter la grue de façon à ce que sa flèche vienne toucher la façade juste sous la baie vitrée du mess des employés où nous sommes. Et ensuite? Pouvez-vous l'expliquer au juré de la façon la plus claire qui soit? Ensuite, ces hommes vont monter sur la flèche et marcher sur toute la longueur de celle-ci. Pourquoi faire? C'est leur façon à eux de prouver leur habileté et leur courage. C'est excessivement dangereux, non? Au commun des mortels, sans doute, mais ces hommes sont habitués à se tenir debout sur des poutrelles de carcasses d'immeubles en construction, d'être debout sur des toits. Alors bien sûr, ce n'est pas absolument sans danger, mais cela en représente beaucoup moins pour eux que cela n'en représenterait pour vous et moi. Admettons. Qui est le premier à passer l'épreuve? Duroc, le plus vieux des contremaîtres. Pourquoi lui en premier? Je voudrais que vous l'expliquiez bien au juré. Par déférence, sans doute. Duroc a plus de 35 ans de boîte dans les jambes. En laissant partir le plus vieux, on rassure tout le monde, et puis... il est plein d'assurance, il va leur montrer à tous ces petits jeunes que ce n'est pas si terrible de marcher sur la flèche d'une grue. Ce qui doit rassurer les autres aussi, c'est que Monsieur Duroc ne va pas parcourir les 15 mètres de la flèche de la grue. Non. Il va s'arrêter après 5 mètres, empoigner le tyran, faire demi-tour et revenir vers vous. Non, non, Comment? Non, non. non, Duroc ne s'arrête pas après 5 mètres. Il marche les 15 mètres, s'assied une seconde sur la cabine et revient dans l'immeuble. Vous en êtes sûr? Ah, absolument. Alors c'est Brunet qui ne marche que 5 mètres puis fait demi-tour. Non, non, lui aussi marche les 15 mètres. Vous en êtes absolument certain? J'étais là, maître. Bon sang, Moreau. Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? C'est d'ailleurs ce que j'ai indiqué le soir même dans le rapport de police. Non, ça ne correspond pas du tout à ce que vous m'aviez dit. Et ce n'est pas du tout cela qui est consigné dans le rapport de police. Je suppose que vous avez lu le rapport de police, maître. Mais bien sûr. Je voulais seulement une confirmation. Donc, les 11 contremaîtres ont marché jusqu'au bout de la flèche de la grue, avant de faire demi-tour et de rentrer. Voilà, c'est ça. Qu'arrive-t-il ensuite? Tournez-vous vers les jurés. C'est à eux qu'il faut vous adresser. Sylvia, mon épouse, a profité d'un moment d'inattention pendant que les hommes se congratulaient entre eux pour monter à son tour sur la flèche de la grue. Et pour faire le même exercice? Voilà, c'est ça. Et personne n'a tâché de s'y opposer? Mais si, bien sûr que si. J'ai crié, j'ai imploré, j'ai supplié Sylvia de ne pas tenter l'impossible. Hélas, elle ne m'a pas écouté. Ça aussi, c'était dans le rapport de police, maître. Elle aussi fait le parcours complet sur la flèche de la grue? Oui. Et au retour, alors qu'elle était presque revenue,
Il devait lui rester 1 mètre avant de tendre le bras pour que nous puissions l'attraper et pour la faire rentrer dans la salle où nous nous trouvions. Le pied lui a manqué et ce fut le terrible plongeon. C'est donc au retour que votre femme est tombée. Oui. C'était affreux, hein. Un épouvantable viol plané. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas entendu. Pouvez-vous reprendre, s'il vous plaît? Je disais un épouvantable vol plané. Ce n'est pas ça que vous avez dit. Comment? La première fois, vous aviez dit un épouvantable viol plané. Un lapsus. Il n'y a pas de lapsus qui n'ait quelque chose à nous apprendre. Oh, je vous en prie, maître, quittez cette psychologie de supermarché. Votre femme n'est pas tombée au retour. Vous mentez. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport de police. Votre femme est revenue de son expédition. Elle était de retour, parmi vous. Et là, vous l'avez tous violée. Taisez-vous. Cette femme qui vous a humilié, qui a pris votre place, qui a joué votre rôle. Vous l'avez violée pour la remettre à sa place, pour la punir, pour lui interdire à elle, qui n'était qu'une femme, de faire mieux que les hommes ce que font les hommes. Vous l'avez tous violée, tous les 12. Vous le saviez. Un viol collectif, ce n'est jamais une histoire de pulsion, de désir. C'est une question de pouvoir, toujours. Comment avez-vous compris ça? Cette femme, vous avez châtré, et vous avez reconquis vos places de petits mâles médiocres et brutaux en la violant. Mais taisez-vous. C'est le destin le plus banal, le plus lamentable qui soit. La force physique, bête à vomir, qui remet une femme à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. C'est une victime de l'oppression sexuelle. Monsieur le Président, je demande une suspension de séance. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous connaître comme vous vous connaissez vous-même, jusqu'aux zones de vous-même où vous avez le plus honte. Ah, parce que vous croyez que j'ai honte. Il n'a même pas honte. Le pire, c'est qu'il n'a même pas honte. Il a laissé sa femme se faire violer par 11 types. Il a peut-être même participé et il n'a pas honte. L'art, c'est de briller en restant à sa place. Elle n'avait pas à faire ça. Elle n'avait pas à remettre mes hommes à leur place en faisant ce que eux ne pouvaient pas faire. Elle a pris un risque inconsidéré. Pas celui de rater l'épreuve. Celui de la réussir, justement, et de devoir en payer le prix fort. Et bien sûr, vous n'avez pas tenté de vous opposer au sort que ces hommes lui réservaient. Mais qui vous dit que j'ai pas tenté de m'y opposer? Et continuez à me prendre pour une idiote. Ils se sont rués sur elle. Ils lui ont arraché sa culotte. Et vous avez pris le temps de la ranger bien soigneusement dans votre veste et vous avez exprimé ce que vous avez des réserves et ce qu'on viole votre femme devant vous. Sa culotte, mais vous oubliez que... Non, je n'oublie rien. Mais j'ai surtout compris que vous avez menti. Vous n'avez pas fait l'amour avec votre femme avant de vous rendre à ce dîner. Et moi qui vous avais demandé s'il n'avait pas maté les fesses. Non mais quelle idiote j'ai été. Enfin, ils ne l'ont pas maté les fesses pour la simple bonne raison que lorsqu'elle est montée sur la flèche de la grue, elle avait encore sa culotte. Ce n'est qu'après qu'ils la lui ont arrachée, pour la violer. Et que vous l'avez mise gracieusement dans votre veste, en attendant qu'ils aient fini. Pure hypothèse. Mais tout, je vous dis, tout devient plus clair maintenant. C'est qu'est-ce que j'ai été bête pour ne pas me percevoir tout de suite. Mais c'est... Mais c'est pour ça que Brunet pleurait sans cesse. Enfin, il ne pleurait pas sur Sylvia. Il pleurait sur lui. Sur son innocence perdue. Il pleurait d'être devenu un putain de violeur. Donc vous faites bien de sa mort un suicide. Un suicide ou autre chose. Parce que celui qui pleure le plus, c'est peut-être celui qui aura le plus de mal à tenir sa langue. Peut-être que c'est celui qui sera le plus bavard. Enfin, je serais bien curieuse de savoir où se trouvait Maître Jacques Belleuil quand Brunet encastrait sa voiture dans le trou de cet arbre. Ah, parce que maintenant vous allez faire de Jacques un assassin. Mais tout, je vous dis, tout devient plus clair maintenant. Et c'est pour ça que la robe de Sylvia était particulièrement abîmée, déchirée. Et c'est pour ça qu'elle est morte avec une seule chaussure au pied. L'autre, elle ne l'a pas perdue en tombant. Elle l'a perdue en se débattant, pendant qu'on la violait. Vous êtes plus perspicace que je ne l'aurais cru. J'ai l'impression maintenant de voir la scène comme si j'y étais. Sylvia passe de bras en bras, comme pour recevoir des félicitations, comme si chacun l'embrassait avec émotion. Mais en réalité, elle ne se rend pas encore compte que chacun la refile à son voisin, en attendant qu'un de ces hommes ose porter la première attaque. Et puis l'un d'entre eux accroche sa robe, écarte imperceptiblement les pans de sa robe en cache-cœur, dévoilant son soutien-gorge. Ah oui. Oui, c'est comme quand le dompteur se coupe en se rasant avant d'entrer dans la cage. C'est le festin pour les fauves. Dites-moi, avez-vous participé?
Participer à quoi? Au viol. Quand bien même j'aurais participé. C'est ma femme, non? Parce que vous croyez que dans ces circonstances-là, ce n'est pas un viol. Parce que vous pensez que ça n'existe pas, le viol entre époux. Le quoi? Le viol entre époux, ça existe, ça? Depuis le début des années 90, c'est un crime qui se passe entre conjoints et même reconnu comme un fait aggravant pour le violeur. Oh, quelle connerie! Alors quoi? Pour vous, Bobonne n'a qu'à écarter les jambes en attendant que son seigneur et maître en exprime l'envie? Vous me dégoûtez! Ah non, mais... mais j'attends le pire. Quel pire! La mort de Sylvia. Dites-moi ce qui s'est passé. Est-elle montée sur la flèche de la grue avec une seule chaussure au pied? A-t-elle été déséquilibrée? Est-elle tombée? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Une chose affreuse. Une chose si abominable que je n'ose à peine me la voir moi-même. Et pourtant, je commence à voir la scène avec de plus en plus d'honnêteté. Sylvia reprend son souffle. Elle pleure. Elle a mal à la gorge à force d'avoir crié et son ventre est déchiré. Puis tous les hommes se mettent d'accord sur le nécessaire silence à garder sur toute cette affaire. Peut-être que Brunet met-il plus de temps que les autres à opiner. Faudrait bien s'occuper de celui-là. Et puis il y a un témoin qu'on ne pourra pas faire taire. C'est Sylvia elle-même. Alors, gênés, les hommes commencent à formuler l'impensable. Pour sortir tout à fait tranquille de cette soirée, il faudra balancer Sylvia par la fenêtre pour la réduire au silence. J'imagine les hommes, là, voter, un par un. Sans doute que Brunet n'a-t-il commencé à pleurer qu'à ce moment. Vous affabulez. Dites-moi ce qui s'est passé. Est-elle tombée par accident en voulant vous échapper ou l'avez-vous sciemment jetée par la fenêtre? Vous divaguez! Et dans tout ça, il y a juste une chose que vous semblez oublier, vous êtes mon avocate. C'est ma défense que vous devez assurer, ma défense à moi! Comment voulez-vous que je vous défende si vous ne me dites pas tout? Je ne continuerai pas à être votre avocate. Je vais être convoquée par le Conseil de l'ordre des avocats. On croit que nous sommes de mèche dans les cas que vous venez de provoquer au tribunal. Alors, on trouve une méthode bien orthodoxe, on me demande de m'expliquer. Ce serait le comble qu'en plus j'ai comme une sanction avec interdiction de pratiquer pendant plusieurs mois. Non, avec mon divorce, là, ce serait vraiment le moment. Adieu alors, maître Rossignol. Vous n'avez commis qu'une seule erreur. Vouloir être défendu par une femme. Vous pensiez que vous me dormirez plus facilement? Qu'un homme aurait mieux deviné votre stratégie de punition d'une femme qui avait transgressé les règles? Mais c'est faux. Personne ne perçoit mieux les rouages de la violence faite aux femmes qu'une femme. Parce que cette violence, nous la subissons depuis si longtemps. J'ai cessé d'exercer pendant 9 mois. Non, ce n'était pas l'effet d'une sanction, non. Non, c'est moi qui ai décidé de mettre ma carrière d'avocate entre parenthèses. Je me suis recentrée sur mes livres. Le dernier a bien marché, ça permettait de voir venir un peu. Et puis j'ai passé un peu plus de temps avec mes enfants. Ce qui m'a décidé à prendre du recul, c'est le moment où j'ai enfin une compréhension pleine et entière de toute l'affaire. Le moment où j'ai réalisé à quel point Victor Moreau m'avait manipulée. Le lapsus qu'il avait commis au tribunal en prononçant les mots « viol plané ». Cette chose qu'il avait laissé échapper, croyais-je, eh ben, c'était pas un lapsus. C'était parfaitement volontaire. En fait, le but de Moreau n'était pas que le viol ne soit pas découvert. C'était qu'il soit découvert, justement. Et c'est pour ça qu'il changeait sans cesse de version dans ce qu'il racontait au tribunal. C'est pour ça qu'il contredisait sciemment ce qui était noté dans le rapport de police. Pour attirer mon attention sur ce qui avait causé toute la tragédie. Pour que je me replonge sans cesse dans cette idée
Sylvia avait fait ce que font les hommes habituellement. Sylvia avait joué un rôle d'homme, au milieu d'une assemblée d'hommes. Et c'est pour ça qu'il avait prononcé les mots « viol plané », pour que je comprenne enfin. Une nouvelle enquête a été ouverte. Les chefs d'accusation ont été requalifiés. 11 prévenus cette fois, enfin 12, moins le petit Brunet. Un seul chef d'accusation, le viol collectif. L'enquête n'a pu réunir de preuves suffisantes pour l'homicide. La thèse de la fuite par la flèche de la grue a été admise. Maître Jacques Belleuil a été admirable. Non. Victor Moreau n'avait pas participé au viol de son épouse. Oui, il avait bien tenté de s'y opposer. Celle-ci était accablée de reproches post-mortem. Elle les avait allumés avec une robe provocante qu'elle portait, ça personne ne l'ignorait, sans culotte. Retour de la théorie du petit coup d'avant-départ dans le hall. Et contre Maître Copé de lourde peine. Et Victor Moreau a été acquitté. Papounet est mort avant la fin du deuxième procès. Moreau s'est donc retrouvé seul héritier des parts des maisons familles de sa femme et de son beau-père. Il a revendu l'entreprise et a commencé une carrière d'écrivain et de conférencier. Le thème de son œuvre, la résurrection du patriarcat, le recul du féminisme et le retour à la bonne vieille société d'antan. L'atmosphère sulfureuse qui entourait le viol et la mort de sa femme lui tenait lieu de publicité. Mais le succès de ses livres et de ses prises de parole en public ne se démentait pas. Mais un jour, j'avais été en séance de dédicace d'un de mes livres dans une petite ville de province, pas très loin de Paris. Le soir, j'ai appris qu'un des salons de mon hôtel abritait une conférence de notre homme. Je suis allée écouter ce ramassis de clichés insupportables, de revendications qui me semblaient d'un autre âge. 20 fois, j'ai failli me lever et monter jusqu'à ma chambre. Finalement, je suis quand même restée l'écouter jusqu'au bout. Puis je me suis levée pour aller prendre l'ascenseur et rejoindre ma chambre. Merci. Alors, on me dit, les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Moi, je veux bien. Mais quand j'entends des petits dans la rue demander « Papa, pourquoi elle est habillée comme ça, la dame? Pourquoi on voit ses nénés ?» Je me pose quand même des questions. C'est vrai que quand on en voit certaines, ce n'est plus être sexy, ça. C'est être tellement provocant qu'on ne sait plus si on est dans la rue ou sur le plateau de tournage d'un film X. Et si les femmes provoquent, eh bien, elles n'ont plus le droit de s'étonner de ce qu'elles provoquent. Attention, hein, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de légitimer le viol ou de vouloir le minimiser. Pas du tout, ce sont les féministes qui disent ça pour tenter d'affaiblir notre position. Mais c'est malhonnête de leur part parce que ce n'est pas du tout ce que nous disons. Nous disons, le viol est un crime, il doit le rester et il doit être combattu de la façon la plus énergique. Mais il y en aurait quand même moins si certaines femmes s'habillaient autrement. Non? C'est une question de bon sens. Alors, on me dit, vous voulez rhabiller les femmes? Parfaitement. Je veux rhabiller les femmes. Je n'ai pas besoin, quand je marche dans la rue, de voir autant de cuisses, de décolletés, de robes ultramoulantes. Chez vous, vous faites ce que vous voulez, mais la rue est un espace public. Et dans cet espace public, on peut juste s'efforcer de ne pas choquer, non? Ce n'est pas trop demandé de s'abstenir de choquer. Alors on me dit, vous voulez limiter la liberté des femmes. Mais en fait, le problème, c'est que certains hommes ne peuvent contenir leurs pulsions. Au lieu de brimer la liberté des femmes, apprenons aux hommes à ne pas devenir des agresseurs. Et moi, je réponds, soyons juste raisonnables. Oui, les hommes n'ont pas à agresser les femmes. Mais si on en croise qui sont presque nus, il ne faut pas s'étonner.
Je ne veux pas les faire circuler en burqa. Non, simplement, ce que je voudrais apprendre aux femmes, à certaines femmes, c'est cette chose trop oubliée. C'est ce qui exprime ce mot, ce beau mot de décence. Ce que nous demandons, c'est que les femmes soient vêtues avec décence. Et on vient nous taxer d'extrémisme. Je vous demande un peu. Cela dit, la situation n'est pas prête de s'arranger. Les femmes ont voulu, grave erreur, jouer aux hommes, occuper les places des hommes, jouer les rôles des hommes, comme si la nature ne nous avait pas fait différents, hommes et femmes. Alors ces femmes, les voilà, chefs d'entreprise, pompiers, femmes politiques, avocats d'affaires. Les voilà se coltinant des rôles qui n'ont pas été pensés pour elles. Et pendant ce temps, les hommes se posent cette question a priori si simple: qui va s'occuper de mes enfants? Le summum de la décadence, c'est cette image devenue hélas si banale. Un homme, jeune père de famille, poussant le landau du petit dernier pour l'amener chez le pédiatre. Et pendant ce temps, les femmes s'habillent de moins en moins dans leur nouveau costume de député ou de commissaire aux comptes. Elles sont de plus en plus sexy, nous mettent leurs fesses et leurs seins sous le nez. Et savez-vous pourquoi? Je vais vous le dire, moi. Elles nous demandent pardon. Elles ne sont pas à l'aise avec ces nouvelles fonctions qu'une soi-disant révolution féministe leur a collées sur le dos à la place de chemisier décent. Elles s'excusent, elles nous disent « Oh, regarde, je t'ai pris ton job, ton fric, t'as raison d'être. Oh, je suis encore gentille. Je suis bonne, je reste baisable. Dis, tu veux bien encore de moi ?» D'ailleurs, le grand Nietzsche lui-même le disait bien, la femme n'aurait pas le génie de la parure si elle ne savait d'instinct qu'elle est faite pour jouer le second rôle. Après la conférence et le temps des questions-réponses, je suis allé prendre l'ascenseur pour rejoindre ma chambre. Dans sa belle robe rouge, je faillis ne pas la reconnaître. Il faut dire que je la regardais sans doute pour la première fois. La regarder vraiment, je veux dire. Avant, ce n'était pas la même chose. Elle était plongée dans ses pensées, elle ne m'avait pas aperçu. Alors, je lui touchai délicatement l'épaule, et elle se tourna vers moi. Les Nations Unies estiment qu'aujourd'hui dans le monde, une femme meurt toutes les 11 minutes dans le cadre de violences au sein de son foyer. Ces violences peuvent être sexuelles, conjugales et ou sexistes. Ainsi, durant ce spectacle, au moins 9 femmes ont disparu de la surface de la planète pour ces mêmes raisons abominables.